Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Dr Martial Joseph Ahipo, président de l'Union pour le développement et les libertés. Docteur, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. C'est un plaisir renouvelé pour moi aussi. Merci. Alors, le président de la République a dit fermement non à l'exigence d'une partie de la société civile et de quelques partis d'opposition de voir reporter la tenue des élections locales. Comment réagissez-vous à cette décision du chef de l'État? Certains ont dit qu'il dit et se dédie en même temps. Bon, disons que moi personnellement, j'ai reçu le discours du président le 6 août dernier avec beaucoup de joie parce qu'on ne s'y attendait pas. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on ne s'y attendait pas. Et donc, quand il a parlé de la Commission africaine des droits de l'homme, pour moi, c'était déjà une grande victoire pour nous autres qui sommes dans notre plateforme Convergence pour un État des droits, qui avons fait le travail en concomitance avec les camarades de la société civile. Cela veut dire qu'au moins, officiellement, l'État a pris acte de ce que nous avons été dans une dynamique qui n'était pas proprement légale et institutionnalisée au plan normatif et au plan international. Donc, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de positiver et d'attendre que les discussions annoncées par le président de la République se tiennent. S'il était question certainement de report de ces élections-là, le président aurait dit ça le même jour. Mais il a dit dans son discours la réforme aura lieu pour les prochaines élections. Oui, parce que d'un point de vue strictement légal, les élections ne peuvent pas se tenir en moins de 6 mois s'il doit y avoir des changements au niveau des tests. Et donc, si effectivement ces élections locales qui avaient été programmées depuis pour le mois d'octobre étaient concernées, effectivement, le président aurait dû annoncer dans le même discours ce qui fait que la conséquence directe est que les élections prochaines ne se tiendront pas et que on décalerait éventuellement ces élections de quelques mois pour permettre à la commission de se mettre en place, ce qui n'a pas été le cas. Donc alors, ça veut dire que ce n'était pas conclu. Alors, le non-report de la date de ces élections locales, en réalité, ça ne vous gêne pas? Bon, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous aurions souhaité qu'on reporte ces élections-là dans une perspective positive. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons sortir de la période de crise permanente liée aux élections. Et on a une formule qui a été proposée par les camarades de la société civile. Cette formule-là aurait dû être testée dans un premier temps avec des élections minimalistes. Donc comme les élections, comme les locales. Servir de test. Justement, si ces élections servaient de test pour qu'on voit effectivement si la formule que les camarades de la société civile proposent est efficace ou pas, ça nous donnerait aussi le temps de voir quels sont les réajustements à faire avant le grand show de 2020. Malheureusement, ce n'est pas dedans. Et on aurait souhaité vraiment que cette approche-là soit plus ou moins privilégiée, que ce soit éventuellement des approches un peu politiciennes. Voilà. Mais en même temps, si on avait décalé, si le président avait opté pour reporter ces municipales, en même temps, ils auraient servi quand même de test à la grande compétition de 2020. Oui, mais absolument, c'est ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, dans tous les cas de figure, je pense que le président est en train d'organiser sa sortie. Et il souhaite que sa sortie ne soit pas chaotique. Et donc, il veut prendre toutes les mesures pour qu'effectivement... Donc, se donner le temps aussi de la réforme. Voilà, il faut se donner le temps parce que rien n'est sûr que, éventuellement, quand on sera autour de la table, on sera tous d'accord sur la proposition. Bien qu'aujourd'hui, je dirais que l'opposition, le groupe de plaidoyer a quand même
la société civile, du moins à travers du groupe de plaidoyer qui fait son travail depuis longtemps, a quand même eu le temps depuis 2 ans de consulter l'ensemble de l'opposition, des forces sociales. On a eu plusieurs réunions. À 95%, le projet est aujourd'hui validé. C'est la mise en application avec l'implication de l'État qui reste. Donc, pour nous, c'est vrai, lui donner une chance d'une application préalable avant le grand show de 2020 aurait été fantastique. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Il faut faire confiance aux acteurs de la société civile qui nous ont promis. Voilà. Non, moi je considère que le président Ouattara a pris la décision devant la nation et devant le monde entier de faire en sorte que les directives de la Cour africaine des droits de l'homme soient éventuellement appliquées. Je ne vois pas pourquoi il reviendra en arrière, d'autant plus que lui-même, comme il a affirmé dans son dernier discours, à son retour de Chine, qu'il n'est pas candidat. Alors, donc, à partir de ce moment, je veux lui faire confiance. Je veux que tout le monde fasse confiance au président et qu'on se dise que ce qu'il est en train de faire, il veut voir si, effectivement, on peut organiser l'après-Ouattara sans qu'il y ait des crises comme ça a été le cas avec les autres procédures que nous avons connues, les autres procédures de succession. Alors, maintenant que vous, c'est votre point de vue par rapport à cette décision de ne pas reporter cette tenue des élections locales, maintenant, que feront les partis politiques? Est-ce qu'ils vont boycotter ces élections-là? Non, moi, je ne crois pas que l'opposition politique, en tout cas en ce qui concerne nous, notre plateforme Convergence pour un État de droit, nous n'avons pas décidé du boycott. Je pense que nous avons des candidats, et des candidats très sérieux. Je vais vous parler par exemple de la liste à Abobo, où effectivement une de nos composantes n'est pas gagnante. Voilà, à Abobo. Face à Ahmed Bakayoko. Oui, face à Ahmed Bakayoko, on verra, le terrain dira la vérité. Nous avons conçu avec les amis une liste citoyenne qui fait confiance au peuple d'Abobo, voilà, parce que sur cette liste, bien entendu, il y a beaucoup de camarades de terrain, voilà, comme les Anglais le disent, des grassroots militants, voilà, des gens qui ont toujours bataillé pour les partis politiques, que ce soit le RDR, le FPI ou le PDCI, et finalement on leur a dit, écoutez, vous pouvez aujourd'hui gouverner et diriger la commune, et ils sont sur cette liste-là. Et je pense que si la commission est sérieuse, et qu'elle fait passer cette liste comme on s'attend à tout le monde, la compétition sera fantastique à Bobo. Alors, n'y a-t-il quand même pas une certaine incohérence de la part des partis politiques qui décrient la CEI, mais en même temps qui font déposer leurs dossiers de candidature, les dossiers de candidature de leurs représentants à des élections? Non, mais parce que l'opposition refuse la politique de la chaise vide, mais continue toujours la pression sur le gouvernement. C'est pas toute l'opposition. L'EDS, par exemple, le FPI de Aboudraman Sangaré, ils ont même boycotté la récente révision sur la liste électorale. Oui, mais eux, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils ont donné des exigences. D'abord, la libération du président Laurent Gbagbo. C'est pas encore Ensuite, la libération des prisonniers politiques, la réforme de la commission électorale, effectivement le retour sécurisé des prisonniers ou du moins des réfugiés ivoiriens. Donc ils ont un ensemble de revendications. Aujourd'hui, grâce au discours du 6 et grâce aussi à la convergence avec l'ensemble des partis de l'opposition, le président nous a écoutés. Il nous a enlevé la plupart de ces revendications-là et la discussion doit toujours continuer pour que ces camarades-là se décident finalement à revenir dans le jeu politique. Je pense qu'avec la sortie de la première dame, Simone Gbagbo, les discussions vont s'engager. Je ne crois pas que les discussions... Au point d'infléchir la position aujourd'hui du FPI de Aboudraman Sangaré? Non, je pense que ce n'est pas infléchi, le thème n'est pas juste. Le thème n'est pas juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une avancée notable. Comme vous le savez, dans l'amnistie, les militaires n'ont pas été inclus alors que c'est eux qui ont appliqué les décisions des politiques. Bon, donc ce sont des limites. Mais ça ne veut pas dire que les discussions ne vont pas continuer. Le président Ouattara a fait preuve d'ouverture. Il faut l'accepter.
Et il faut continuer à débattre avec lui et à trouver les voies et moyens pour sortir définitivement de la logique de conflit dans laquelle nous avons été impliqués depuis 1993. Est-ce que finalement, cette libération des détenus par le chef de l'État ne coupe pas quand même un peu l'herbe sous le pied de l'opposition? Moi, je pense que c'est de bonne guerre que le président fasse de la stratégie. Et là, il faut lui tirer le chapeau parce que ça a été inattendu, ça a été soudain, brusque. Et finalement, ça nous remet dans une position où il faut revoir toutes les stratégies, tous les discours, toutes les dispositions. Et ça, c'est de bonne guerre. Mais personnellement, pour moi, en tout cas, pour l'UDL et certains de nos camarades de Convergence, ce qui était important, c'est que beaucoup de nos camarades étaient en prison. Et les voir sortir de prison, c'est fantastique. Pour moi, qui ai subi l'humiliation au Canada, juste pour quelques jours, je crois que pour ces camarades qui sont en prison depuis la crise post-électorale, et pour leurs parents, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, le président Ouattara, toujours dans ce message à la nation, a réitéré l'une de ses idées fortes de ces derniers mois, à savoir transmettre le pouvoir à une nouvelle génération d'acteurs politiques à partir de 2020. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une idée que nous revendiquons depuis quelques semaines, quelques mois. Nous avons estimé que la Côte d'Ivoire avait besoin d'une transition générationnelle en ce qui concerne les rênes du pouvoir. Si le président va dans ce sens-là, il faut lui faire confiance. Il s'agit maintenant pour ceux qui sont concernés de faire montre de technicité, de démontrer par A plus B, par leur attitude, par le travail qu'ils feront sur le terrain, qu'effectivement ces aînés ont raison de leur passer les rênes du pouvoir. Maintenant, si il se trouve que ce n'est pas possible, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que cette génération, entre guillemets, potentiellement, qui pourrait prendre le pouvoir potentiellement, n'est pas suffisamment cohérent, n'est pas suffisamment stratège pour adopter l'attitude qu'il faut. Et deuxièmement, sera aussi le résultat d'un échec de ces différentes composantes politiques, notamment le PDCI, le FPI, le RDR et toutes les forces de la société civile aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est une décision qui va dans le bon sens et qui nous réjouit pour nous autres. Est-ce que ce transfert de pouvoir, est-ce que ça doit être générationnel ou il faut carrément changer en fait les mentalités? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire en même temps. La première, c'est que effectivement, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui prouve que les jeunes pourraient réussir là où les anciens ont échoué? Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que là où nous sommes, il faut d'abord que nous prouvions que nous avons une autre vision, une autre démarche, et nous avons aussi une autre possibilité. Ce qui va être une rupture avec ce qui s'est passé par le passé. Par exemple, moi je vous donne un exemple concret. Le 1er mai de cette année, les F6 et les anciens Messis, on était sur la même table, en train de manger, en train de discuter, et certainement qu'on va continuer à débattre entre nous pour justement éviter que les conflits par rapport à la succession au pouvoir deviennent une règle, une transmission entre la génération qui est devant nous et la nôtre. Donc, je crois que c'est d'abord à nous de prouver que nous pouvons assumer cette transition générationnelle-là et rassurer aussi les anciens dans leur volonté de nous voir fleurir, mais désormais, et porter haut les couleurs de notre pays. Alors, que devient l'union des anciens fessistes? On m'a dit que vous travaillez d'arrache-pied pour Guillaume Soro dans la perspective de 2020. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est mon frère Dieu qui parle de la théorie du coupeur de tête. C'est-à-dire que le coupeur de tête, quand il voit quelqu'un avec une petite lame, il n'est pas en sécurité parce qu'il se dit que c'est un instrument qui peut servir... Peut-être que c'est un microbe. Hein? Voilà, qui peut servir à cet individu-là. En général, il y a une espèce de projection de ce qu'on est par rapport à l'autre. Les F6 ont une caractéristique particulière. Ce sont des gens
qui sont fous de leur liberté, qui sont libres dans leur tête et qui ne sont pas associés à des procédures qui sont extrêmement opaques. Ce qui s'est passé est simple. Nos amis du Messi, au travers des KKB, nous ont invités aux funérailles de notre ami Djajan, qui était lui du Messi. Et à partir de ce moment, nous avons accepté au mois de février. Et après avoir participé aux funérailles de Djajan, l'Assemblée générale des anciens s'est réunie pour dire, si nous pouvons participer aux funérailles des autres, pourquoi devons-nous attendre qu'il y ait des malheurs pour qu'on puisse se retrouver? Il serait intéressant que maintenant on se retrouve. Donc voilà, ni moi, ni Soro-Guillaume, ni Blé Guirao, ni Dieu n'ont été à l'origine de cette procédure-là. Nous considérons aujourd'hui que c'est Dieu qui a voulu qu'en ce moment précis on se retrouve. On s'est retrouvés. On est vraiment heureux de voir que les Digopieux, tous ceux de nos camarades qui se sont battus avec les autres dans la procédure du conflit ivoirien se retrouvent aujourd'hui, ils mangent les uns les autres. Et la réconciliation est en train de prendre forme en notre sein, la solidarité aussi, parce qu'il n'y a pas un week-end où on ne se rend pas visite, etc. C'est ça qui est notre leitmotiv en ce moment. Oui, mais le fruit de cette réconciliation, ce serait également de voir la grande satisfaction suite à cette réconciliation, ce serait peut-être de voir l'un des vôtres à la tête du pays en 2020, Guillaume Soro par exemple, non? Non, disons que le président de la République a parlé des transferts de pouvoir à la génération qui les suit. Je pense que nous sommes composantes de cette génération avec celle de nos aînés que nous suivons directement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est normal que, effectivement, à un moment donné, cette problématique-là se pose. Il ne faut pas oublier aussi que Guillaume, en tant qu'ancien secrétaire général, qui a réhabilité le mouvement en 1997, fait partie institutionnellement du collège des secrétaires généraux. Vous voyez, il est un des nôtres. Et donc, nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est qu'on se réconcilie. À Londres, le samedi dernier, j'ai rencontré des amis avec lesquels je ne parlais pas, Apollos Dante et tous les autres, depuis plus de 24 ans, 25 ans. Vous voyez? Et donc, on s'est rendu compte. La réconciliation était voilà, la réconciiliation c'était fantastique parce que, bon, Apollos même me disait, mais vraiment, Maréchal, je me rappelle même plus de quand on s'est parlé. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, en notre sein, il y a cette dynamique-là qui prend forme et qui justifie un peu les changements, parce que je pense que le président a compris que les Ivoiriens veulent aller dans un sens, celui de la réconciliation, de la cohésion sociale, et donc en tant que le premier des nôtres, il essaie d'aller dans ce sens-là. Alors, toute dernière préoccupation, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment au Canada? Finalement, la FECI serait une organisation terroriste? Non, disons que c'est l'immigration canadienne qui a appliqué une décision juridique de la Cour suprême canadienne qui a fait des Tamouls, de l'Organisation mondiale des Tamouls, une organisation terroriste, et donc qui a instrumentalisé cette décision de la justice de la haute cour canadienne pour l'appliquer à la FECI parce qu'effectivement, des amis se sont retrouvés sur leur territoire, ont demandé l'asile et un d'entre nous a été disqualifié en 2015 comme étant quelqu'un qui est plus ou moins proche des structures qui ont travaillé dans la rébellion. Et donc, à partir de ce moment-là, par rapport à cette jurisprudence de 2015, ils ont décidé de remettre en cause toutes les procédures qui ont été, qui étaient en cours même, notamment l'asile qui a été accordé à Serge Kofi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, ils considèrent que la FECI est une organisation terroriste. Et vous en avez fait malheureusement les frais? Oui, disons que de façon illégale, l'immigration canadienne, devant notre témoignage, qui a prouvé à A plus B, parce que pour eux, tout militant de la FECI était dans l'antichambre des milices du FPI et travaillerait, selon eux, pour que effectivement le FPI reste au pouvoir. Nous avons démontré à l'immigration que c'était faux.
Parce que moi-même, je n'ai jamais été du FPI. Les milliers de cadres qui sont sortis de la FECI sont dispatchés dans l'ensemble de la classe politique et sociale ivoirienne. Et donc, je pense que c'était une erreur et qu'il faut effectivement rétablir les faits. Et malheureusement, le procureur a estimé qu'il fallait instrumentaliser une fois de plus la justice pour pouvoir porter un coup à notre témoignage en me faisant arrêter, en me faisant traiter vraiment comme un vrai terrorisme avec des conséquences émotionnelles assez graves pour moi et puis bon pour la plupart de nos camarades. La preuve, c'est qu'on a dû décaler notre voyage à La Haye à cause de ces incidents parce qu'on ne sait pas si effectivement, si nos camarades arrivent là-bas, si la Cour pénale internationale ne va pas profiter de l'occasion pour les mettre aux arrêts pour dire que bon, vous étiez des anciens patriotes, vous êtes des anciens rebelles. Donc, par rapport à ça, on vous met en garde à vue. Très bien. Martial Aipo, merci. C'est moi qui vous remercie. Et très bonne journée. Merci à vous aussi.